Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité de ce 26 février 2026. Le Premier ministre Amadou Riba a procédé au lancement de la 44e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran. Il s'agit de mettre en lumière l'excellence, la rigueur et l'engagement des jeunes talents dans l'apprentissage et la maîtrise du livre saint. Et puis les artisans guinéens viennent de franchir un pas vers une reconnaissance institutionnelle. Ils seront désormais mobilisés pour la fabrication et l'équipement du mobilier des services du ministère de l'économie, des finances et du budget. Un protocole d'accord a été paraphé. Enfin, 3 ans après l'explosion du grand dépôt de Conakry, la solidarité reste active en faveur des victimes sous l'impulsion de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Le transfert monétaire d'urgence se poursuit encore. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, les conseillers nationaux réunis en plénière ce mercredi ont adopté 2 conventions. Il s'agit de l'accord de financement additionnel du projet Riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA et celui relatif à la construction du corridor routier régional Guinée-Sénégal. Robert Siditono. L'autorisation de ratification de 2 accords de financement a retenu l'attention des conseillers nationaux au cours de cette plénière. Le premier porte sur la seconde convention de financement additionnel du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA, conclu entre la République de Guinée et l'IDA pour un montant global de 50 millions de dollars américains. L'adoption de ces financements devrait permettre le renforcement du système national de protection sociale et l'amélioration de la résilience des ménages pauvres et vulnérables face au choc. Il devrait aussi couvrir les activités prioritaires d'urgence du gouvernement, en exemple l'explosion du principal dépôt pétrolier de Kalom. Montant total du financement, 50 millions de dollars américains accordés selon les conditionnalités suivantes. Commission d'engagement, 0,5% par an sur le montant du solde non retiré. Durée de remboursement, 40 ans, dont 11 années de grâce. Modalité de paiement semestriel, tous les 15 juin et 15 décembre de chaque année. Monnaie de remboursement $, date de clôture de décaissement 31 décembre 2026. Le second accord dont la ratification a été autorisée aussi par le CNT a trait au financement de la construction du corridor routier régional Guinée-Sénégal, tronçon Mali-Gadalougué. Ça fait 40 ans que cette route, on en parle, mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est la deuxième phase. La première phase était déjà validée, c'est la deuxième phase. Pour nous, c'est extrêmement important de cette ratification qui rentre dans le cadre global du plan de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Avant l'adoption de ces différents accords, de nombreuses recommandations ont été formulées par le CNT. Suite à ces recommandations, les ministres du Plan et de la coopération internationale et celles de l'économie et des finances entendent prendre des dispositions idoines pour leur application sur le terrain. Ces projets se distinguent par la concessionnalité des financements, c'est-à-dire qu'on a des financements vraiment à des taux très avantageux pour la République de Guinée. Et ça, c'est vraiment un grand merci à nos partenaires, donc la Banque mondiale, mais aussi la Banque islamique de développement. Donc c'est des prêts, mais qui viennent à des taux concessionnels, donc très avantageux pour la République de Guinée. Nous sommes convaincus de la pertinence de ces accords. Nous avons aussi été convaincus de l'efficacité des outils et des mécanismes de mise en œuvre qui ont été proposés à la représentation nationale, mais nous demeurons vigilants quant au respect de ces engagements et la prise en compte des recommandations formulées par la plénière. Ces recommandations sont partie intégrante de la loi. Ces 2 accords, bien que distincts, répondent à des priorités nationales clairement identifiées. Il s'agit de la consolidation de la résilience des ménages vulnérables et le renforcement des collectivités territoriales. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre chef de gouvernement Amadou Riba a procédé au lancement de la 44e édition du concours national de mémorisation, de lecture et d'interprétation du Saint-Coran organisé par le secrétariat général des affaires religieuses. Cette compétition vise à mettre en lumière l'excellence, la rigueur et l'engagement des jeunes talents dans l'apprentissage et la maîtrise du Saint-Coran. Ousmane Bangoura. La cérémonie, empreinte de ferveur spirituelle et de solennité,
a réuni le président du CNT, des membres du gouvernement, des conseillers nationaux, des représentants des institutions républicaines, des diplomates, ainsi que des leaders religieux. Au total, 250 candidats prendront part à cette compétition nationale, prévue sur plusieurs jours. À cette occasion, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a mis en avant le rôle fondamental de l'éducation religieuse dans la formation d'une jeunesse responsable, pacifique et engagée envers de l'unité nationale. Une jeunesse éduquée par le Saint-Coran est une jeunesse responsable, une jeunesse paisible, attachée aux idéaux de la paix, de l'unité nationale, de l'esprit de citoyenneté, de cohésion sociale, de cohabitation pacifique et de tolérance. Dr Farid, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée, salue l'excellence de la coopération religieuse entre les deux pays et réaffirme l'engagement du Royaume à soutenir la promotion des valeurs islamiques ainsi que le rayonnement spirituel de la Guinée. L'organisation de ce concours illustre la profonde sollicitude que le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite accorde au noble Coran, conformément aux orientations du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince héritier et président du Conseil des ministres, le prince Mohammed Ben Salman, qu'Allah les préserve. Le royaume veille en effet à servir le Saint-Coran à travers son enseignement, sa diffusion, son impression et sa traduction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, affirmant ainsi son rôle de premier plan au service de l'islam et des musulmans à travers le monde. Le Premier ministre a transmis les félicitations du président de la République, Mamadi Doumbouya, aux organisateurs, saluant le travail du secrétariat général des affaires religieuses et réaffirmant l'engagement du gouvernement en faveur de la paix et de l'unité nationale. Nous sommes particulièrement heureux de savoir que, en Guinée, contrairement à d'autres pays, une parfaite harmonie règne parmi toutes les confessions religieuses. C'est une chance que nous devons préserver. Parfois, nous croyons que ce que nous faisons est tout à fait naturel, alors que lorsque des délégations étrangères viennent nous rendre visite, ils sont très satisfaits et très heureux de constater qu'ici en Guinée, les dialogues, la concertation, la pratique entre nous musulmans et chrétiens, cela se fait sans pratiquement aucune espèce d'action extraordinaire, puisque depuis très longtemps, les deux religions travaillent et cohabitent ensemble. Parce que parfois, là où la diplomatie classique échoue, la diplomatie religieuse peut réussir. Et c'est quelque chose de très important qu'il faut encourager et faire prospérer. Ainsi, à travers cette 44e édition du concours national du Saint-Coran, les autorités réaffirment leur volonté de promouvoir les valeurs spirituelles, de renforcer la cohésion sociale et d'accompagner l'émergence d'une jeunesse guidée par l'éthique, le savoir et la paix. La générosité, la fraternité à Conakry en ce mois de pénitence, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite organise une rupture collective suivie d'une remise de date dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal. Une cérémonie marquée par la ferveur religieuse et le partage entre Guinéens et Saoudiens. Et là, Ismaël Nabi, Marwan Kamara. À l'approche de l'appel à la prière du Maghreb, l'esplanade de la grande mosquée Faisal se remplit progressivement. Autorités administratives, leaders religieux, diplomates et fidèles prennent place pour partager le repas de rupture dans un esprit de solidarité. Une invitation de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée
qui s'inscrit dans la continuité du rôle humanitaire de premier plan assumé par le Royaume d'Arabie Saoudite au service des musulmans durant le mois de Ramadan. Le déjeuner et les ruptures de jeûne fait partie des recommandations divines. Cela veut dire que c'est pourquoi le prophète a dit quiconque donne à un jeûneur le déjeuner, Dieu aura écrit les mêmes récompenses équivalentes, sans diminuer. Donc c'est une habitude pour la communauté guinéenne et communauté saoudienne de se réunir chaque occasion du mois saint de Ramadan pour renforcer cette coopération, cette relation est fraternelle. Au-delà de l'aspect religieux, cette cérémonie constitue également un cadre diplomatique et culturel mettant en avant la coopération croissante entre Conakry et Riyad. Je profite de la même occasion pour que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, transmette à Sa Majesté le roi Ben Salman et son Altesse le Prince héritier pour maintenir la Guinée parmi les pays privilégiés de la Oumma islamique. Ça, c'est un héritage important qui a été préservé par la famille royale et nous les remercions. Cette rupture collective riche en symboles est aussi marquée par la remise officielle de plus de 25 tonnes de dattes. Un don du serviteur de 2 saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, supervisé par le ministère des Affaires islamiques, de l'appel et de l'orientation. Le ministre des Affaires étrangères était face à la presse cet après-midi en présence de plusieurs ambassadeurs accrédités en Guinée, dont celle de l'Allemagne. Dr Maurice Sanda Kouyaté saisit cette opportunité pour informer sur la situation des Guinéens établis à l'étranger, présenter l'état des lieux des actions menées par les autorités pour faire face aux difficultés que certains compatriotes rencontrent. Oumar Bari. La salle Lansana Biavogui, le temple de la diplomatie guinéenne, a servi de cadre ce jeudi 26 février 2026 à une conférence de presse majeure animée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Dr Maurice Sanda Kouyaté a passé en revue la situation d'ensemble des compatriotes à l'étranger en présence des cadres du département et de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne. Au cœur des échanges, les réformes engagées depuis 2021 et les actions concrètes menées par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. À l'entame de son intervention, le chef de la diplomatie guinéenne a rappelé que, depuis 2021, la protection de la diaspora constitue un axe prioritaire de l'action gouvernementale sous le magistère du président Mamadi Doumbouya, qui fait de la mobilisation des moyens humains, logistiques et financiers en faveur de la diaspora un véritable cheval de bataille. Cette orientation stratégique s'est traduite par une modernisation progressive des services diplomatiques et consulaires, notamment en matière de délivrance de documents officiels, passeports, laissez-passer, extraits de naissance, cartes d'identité biométrique, etc., afin de mieux répondre aux préoccupations des compatriotes, qu'ils soient en situation régulière ou en détresse. Cette réforme vise à rendre les services plus accessibles, plus rapides et plus transparents afin de répondre efficacement aux attentes des Guinéens établis à l'étranger. Le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté a notamment évoqué la mise en place de ponts aériens pour le rapatriement des Guinéens en difficulté, en particulier lors de la crise en Tunisie en mars 2023. Ces opérations humanitaires ont permis de secourir et de rapatrier plusieurs compatriotes confrontés à des conditions sécuritaires et sociales préoccupantes. Dans le cadre du renforcement du dispositif institutionnel, le ministère des Affaires étrangères a créé une cellule de crise dédiée à la prévention et à la gestion des situations d'urgence impliquant des Guinéens établis à l'étranger. Cette structure a permis d'améliorer la coordination des interventions diplomatiques et consulaires face à des cas de détention en prison ou de rétention administrative pour séjour irrégulier, des situations de grande détresse sociale, des cas de maladies graves, des difficultés consulaires diverses.
Un recensement exhaustif a été mené permettant d'identifier près de 1000 compatriotes en difficulté à travers plusieurs pays. Ces données statistiques ont offert une base concrète pour planifier l'assistance humanitaire, juridique et consulaire, faciliter des libérations et organiser des retours volontaires. Lorsque nous avons fait le constat, il était amer. Les Guinéens qui n'avaient plus de passeport, des Guinéens qui n'avaient plus d'identité, des Guinéens qui ne pouvaient plus rejoindre la mère patrie, dont les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, qui ne pouvaient plus renouveler leur contrat. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus de passeport, les passeports avaient expiré. Et pour venir chercher un passeport, pour ceux qui en avaient les moyens, ce n'était pas moins de $3000, le billet d'avion y compris. Et venir faire rang, se mettre à rang ici, à Koléa. Rester 1 mois. Et lorsqu'on vous enregistre, les Guinéens de l'étranger, établis à l'étranger, pouvaient faire 2 ans sans avoir leur passeport. 2 ans. Certains étaient obligés de soudoyer les personnes. Ça, c'est devenu même un trafic. Le président a dit non. Et il a mis un principe sur lequel moi je marche. Ce principe, il me l'a dit, il me l'a répété et je l'ai accepté. Il m'a dit, un Guinéen qui a des problèmes à l'extérieur, c'est toute la nation guinéenne qui a ce problème. C'est ce que le président m'a dit. C'est dans ce cadre que je travaille. On a créé d'abord une cellule de crise dès le départ. Il y a dans ce département une cellule de crise chargée de prendre à bras le corps tout problème qui se poserait aux Guinéens à l'extérieur. Elle existe, la cellule. C'est ce que nous avons créé. Non seulement il a accepté que l'on mette des machines dans chaque ambassade pour que les Guinéens, quand ils se lèvent là où il est, dans le pays où il est, qu'il aille dans l'ambassade de la Guinée, qu'il fasse ses empreintes et qu'on lui envoie son passeport. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les machines sont là. Elles ne sont même plus à la sécurité. Elles sont ici, grâce au président. Tout est traité ici. Vous êtes n'importe où dans le monde. Vous allez dans l'ambassade, on prend vos empreintes. Dans 15 jours, vous avez votre passeport. Nous l'avons fait. Nous avons signé des protocoles d'accord pour les Guinéens établis à l'étranger, avec des banques, pour que les Guinéens soient couverts. Quand ils veulent transférer de l'argent pour construire, ils envoient dans cette banque qui garantit leur avoir qu'ils ont eu. Il y a 3 semaines que nous avons commencé à délivrer les cartes d'identité et les extraits de naissance biométriques aux Guinéens établis à l'étranger. C'est free, ce n'est pas payant. Le chef de l'État, non seulement il a accepté que l'on mette des machines dans chaque ambassade pour que les Guinéens, quand ils se lèvent là où il est, dans le pays où il est, qu'il aille dans l'ambassade de la Guinée, qu'il fasse ses empreintes et qu'on lui envoie son passeport. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, les machines sont là. Elles ne sont même plus à la sécurité. Elles sont ici, grâce au président. Tout est traité ici. Vous êtes n'importe où dans le monde. Vous allez dans l'ambassade, on prend vos empreintes. Dans 15 jours, vous avez votre passeport. Nous l'avons fait. Nous avons signé des protocoles d'accord pour les Guinéens établis à l'étranger, avec des banques, pour que les Guinéens soient couverts. Quand ils veulent transférer de l'argent pour construire, ils envoient dans cette banque qui garantit leur avoir qu'ils ont eu. Il y a 3 semaines que nous avons commencé à délivrer les cartes d'identité et les extraits de naissance biométriques aux Guinéens établis à l'étranger. C'est free, ce n'est pas payant. Le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté a dressé donc un panorama des actions entreprises dans différents pays où des Guinéens sont confrontés à des difficultés, notamment l'Ukraine, la Turquie, la Tunisie, le Soudan, le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, la Gambie, etc. Dans chacun de ces contextes, l'État guinéen est intervenu pour assurer l'assistance, l'évacuation ou le soutien consulaire aux ressortissants concernés.
la Tunisie, on a ramené les gens. Il y a eu le Soudan. La Guinée a été le premier pays à envoyer des cars exfiltrer les Guinéens et les amener en Égypte. Nous l'avons fait. L'Égypte, nos compatriotes qui sont là-bas, nous avons même payé les redevances pour les exfiltrer, pour les amener ici. Le Sénégal, l'Algérie, nous avons exfiltré nos compatriotes qui étaient dans le désert. Il faut plus pour nous décourager. Mais même si on fait 100 fois plus, on ne nous découragera pas. La Gambie, les Guinéens payaient 3 fois plus les redevances que toutes les autres nationalités. Nous nous sommes imposés et ils ont payé comme les autres pays. Ceux qui oublient ce qu'on a fait. S'ils ont un problème demain, sur instruction du chef de l'État, j'irai les chercher. Je le ferai. Un point particulier a été consacré à la situation des Guinéens établis en Allemagne, où plus de 6000 compatriotes seraient actuellement en difficulté, selon les données présentées. Le ministre a souligné que ce dossier fait l'objet d'un suivi attentif et rigoureux en collaboration avec les autorités diplomatiques concernées. Le cas spécifique de l'Allemagne dont on parle, il y a 6000 Guinéens en difficulté là-bas. Sur les 6000, combien sont rentrés depuis qu'on est là? Depuis 4 ans, 120 personnes. Il y en a qui ont même demandé à ce qu'on ait un charter des avions qui ramasseraient des Guinéens dans tous les pays de l'Europe. Je dis non, on ne fait pas ça. Les Guinéens sont là où ils sont. Les seuls Guinéens que nous allons admettre ici, ce sont des Guinéens qui ont épuisé tous leurs droits chez vous. Ils ont demandé asile. On a refusé. Ils ont un recours. C'est refusé. Ils ont un autre recours. C'est refusé. Ils ont le dernier recours. Et le dernier recours dit, non, vous êtes débouté, vous partez chez vous et vous avez obligation de quitter le territoire. Mais moi, j'ai introduit un autre phénomène. J'ai dit oui, mais s'ils sont sur le territoire européen, ils n'ont pas épuisé. Parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme, ils peuvent aller là-bas avant qu'on les expulse. Nous avons fait tout ça pour les Guinéens établis à l'étranger. Donc, nous allons travailler avec toute la communauté internationale, mais sur la base du respect absolu de la dignité des Guinéens. J'ai résumé. Nous avons 6000 Guinéens qui ont des problèmes en Allemagne. Nous n'allons pas accepter qu'on amène qu'on les rapatrie. On ira au cas par cas. C'est ce que nous allons faire. Nous allons discuter avec le gouvernement. Parce que, actuellement, il y a un autre phénomène qui est en train de se développer, que vous connaissez. C'est le tiers parti. Le pays tiers parti. C'est-à-dire, vous refusez de prendre votre citoyen, le pays passe des accords avec un autre pays, qui dit, moi je les reçois, et votre compatriote est jeté là-bas. Il y a tout ça. Dans un contexte international marqué par des crises sécuritaires, humanitaires et migratoires, le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté a tenu à rappeler un principe fondamental. Si l'État a une responsabilité morale, politique et juridique envers ses ressortissants, cette protection s'exerce dans le respect du droit international et de la souveraineté des États d'accueil. Au-delà des enjeux humanitaires, Dr Maurice Sanda Kouyaté a rappelé que la diaspora guinéenne constitue un levier stratégique de développement. Le gouvernement a-t-il rassuré, entend consolider ce lien en instaurant un climat de confiance, de protection et d'accompagnement institutionnel renforcé. En définitive, Dr Maurice Sanda Kouyaté a martelé que la République de Guinée, sous la houlette du président Mamadi Doumbouya, demeure fidèle à ses valeurs de solidarité et de dignité humaine. Il a réaffirmé la détermination de l'État à poursuivre les actions engagées, notamment pour la libération des compatriotes encore emprisonnés à l'étranger à la suite de récents événements. Dans un monde marqué par l'instabilité et les tensions géopolitiques, la Guinée affirme ainsi sa volonté d'assumer pleinement son rôle protecteur
envers ses filles et fils établis hors du territoire national, tout en renforçant l'efficacité de son appareil diplomatique et consulaire. Cette conférence de presse aura ainsi permis d'éclairer l'opinion nationale sur les efforts entrepris, les défis persistants et la vision stratégique des autorités guinéennes sous le magistère du président Mamadi Doumbouya en matière de protection et de valorisation de leur diaspora. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations et le ministère de la Femme, de la Famille s'active dans le renforcement des capacités des travailleurs sociaux. Une formation sur le soutien psychosocial des migrants a été récemment initiée pour une prise en charge sur le terrain. Sona Sagnou pour les détails. Face aux défis des parcours migratoires, la santé mentale devient une priorité pour les migrants de retour et leurs familles, souvent confrontés au stress et aux difficultés de réinsertion. Pour y répondre, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, renforce les capacités de travailleurs sociaux de 25 localités en accompagnement psychosocial, gestion des cas et protection des personnes vulnérables. Le premier soutien, donc renforcer vos compétences en appui psychosocial, en santé dentaire, en soins informés par le traumatisme, en premier secours psychologique et en référencement vers des services spécialisés. C'est vraiment investir directement dans la dignité, la stabilité et l'avenir des migrants et de leurs familles. Le programme vise à outiller concrètement les professionnels de terrain. Il s'agit de mieux détecter les troubles psychologiques, d'accompagner les personnes en situation de détresse. Ils répondent à une réalité que nous connaissons tous. Pour de nombreux migrants de retour et leurs familles, le retour ne marque pas la fin des difficultés, mais souvent le début d'un nouveau parcours. C'est précisément pour cette raison que le Royaume-Uni est fier de soutenir une approche qui place la santé mentale, le soutien psychosocial et la cohésion communautaire. Dans le cadre de ce projet d'aide au retour et à la réintégration durable, l'OIM déploie un ensemble d'actions axées sur la promotion de la santé mentale, le soutien psychosocial, le renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés. Dans l'actualité également, les artisans guinéens viennent de franchir un pas vers une reconnaissance institutionnelle. Ils seront désormais mobilisés pour la fabrication et l'équipement du mobilier des services du ministère de l'économie, des finances et du budget. Un protocole d'accord a été signé, une manière de soutenir la dynamique gouvernementale dans le cadre de la promotion du contenu local. Mamadi Gassama. C'est une avancée significative pour le secteur de l'artisanat en Guinée. La Fédération nationale des artisans et le ministère de l'économie, des finances et du budget ont officiellement scellé leur partenariat à travers la signature d'un protocole d'accord. Désormais, les artisans guinéens auront la responsabilité de concevoir et de fabriquer le mobilier destiné aux différents services financiers de l'État. Tous les milliers d'artisans de la Guinée, les 860 élus, les 300 000 artisans, on leur fait appel de soutenir notre gouvernement parce qu'il est en train de nous regarder. Depuis 2021, les autorités guinéennes ont placé la promotion du contenu local au cœur de leur politique de développement. Cette convention vient ainsi traduire en acte la volonté du gouvernement de faire de l'artisanat un véritable levier de croissance économique et de réduction du chômage. Dans chaque conteneur qui vient avec des meubles étrangers, c'est un artisan étranger dans un pays du monde qui est enrichi. Dans chaque commande publique que nous passons à nos artisans ici, ce sont des familles guinéennes qui sont nourries, ce sont des emplois qui sont créés, ce sont des savoir-faire également qui sont préservés. Et donc j'aimerais que cela puisse être formalisé, institutionnalisé au bénéfice de la Guinée et de nos artisans. La ministre de l'économie, des finances et du budget rassure quant à la mise en œuvre diligente de cet engagement avec pour ambition d'améliorer la qualité des infrastructures administratives tout en soutenant la production locale. Ce protocole, encore une fois, nous comptons l'opérationnaliser dès que possible avec pour objectif vraiment une réussite qui ouvrira les portes à d'autres opportunités pour nos artisans.
À travers ce partenariat, l'État guinéen réaffirme sa volonté de faire du savoir-faire local un pilier du développement national. Pour les artisans, c'est désormais le temps des actes entre opportunités économiques et responsabilité de résultats. C'est une étape majeure dans le processus de réforme et de modernisation du secteur de la pêche en Guinée. Après plusieurs mois de travaux techniques, d'analyse sectorielle et de consultation avec les acteurs concernés, le ministère, avec l'appui de la FAO, dispose désormais d'un document de référence pour orienter ses actions à court, moyen et long terme. Le point est avec notre reporter Alga Simoua. Doté d'un important potentiel halieutique, grâce à sa façade maritime et à la richesse de ses ressources, la Guinée entend faire de ce secteur un véritable levier de croissance inclusive. Le diagnostic réalisé a permis d'identifier les principaux défis du secteur. Les documents remis constituent désormais une véritable feuille de route. Ils proposent des orientations stratégiques claires pour une gestion durable des ressources halieutiques, une professionnalisation accrue des acteurs et une meilleure valorisation des produits de la pêche. Ces fiches thématiques vont nous permettre d'être une base solide dans l'élaboration de nos stratégies, nos projets et nos programmes pour le développement du secteur. Et en lien avec la vision stratégique de son Excellence le Président de la République, Simandou 2040. L'accompagnement technique de la FAO traduit la qualité du partenariat entre les institutions nationales et les agences du système des Nations Unies au service du développement durable. Ces fiches thématiques vont nous permettre notamment d'assurer une promotion de l'économie bleue en Guinée, d'attirer des investissements dans ce secteur, dont le rôle en matière de création d'emplois, en matière de création de richesses pour les communautés côtières et continentales, en matière donc de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la Guinée n'est plus à démontrer. Avec cette nouvelle dynamique, la République de Guinée réaffirme son engagement à bâtir un secteur halieutique moderne, compétitif et durable au bénéfice des populations. À la Sogipami, l'heure est au conseil d'administration présidé par le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla. Les travaux ont permis aux membres d'apprécier les performances de la société dont le budget exercice 2025 a été présenté et adopté, ainsi que le budget et les orientations stratégiques pour 2026. Kandesila, Saint-Martin Fassinadou. La Sogipami, Société guinéenne du patrimoine minier, joue un rôle important à l'interface entre l'État et le secteur privé dans la gestion du patrimoine minier pour protéger les intérêts de l'État, maximiser les revenus miniers, attirer des investissements et contribuer au développement durable du secteur minier en Guinée. Pour assurer la transparence et la gouvernance efficace des actifs miniers nationaux et renforcer les capacités de la société, les membres du conseil d'administration se sont retrouvés avec pour enjeu majeur l'approbation du versement de dividendes à l'État et une contribution budgétaire élevée pour l'exercice 2025, signe d'une meilleure gestion et d'une responsabilité financière accrue de la Sogipami. Comparé à l'exercice 2024, où la Sogipami a fait un bénéfice de 64 milliards, en 2025 de 124 milliards, soit une progression de plus de 93%. Et par ailleurs, les résultats sont très encourageants. Les dividendes à payer à l'État sont de 100 milliards de francs guinéens. Et au titre des résultats, l'impôt sur les sociétés à payer à l'administration fiscale, à la direction générale des impôts de 50 milliards, soit 150 milliards. Et ce qui est exceptionnel pour une société publique. En perspective, l'administration générale entend faire de la Sogipami un modèle de gouvernance publique moderne avec le rêve de voir la société devenir une société minière opérationnelle à part entière. Notre objectif est de faire de la Sogipami une vraie société minière, donc détenir des permis, développer ces permis, aller à l'exploitation, parce que nous ne voulons pas nous contenter de la gestion du portefeuille minier de l'État, de la commercialisation, de l'exercice du droit de transport, du suivi des droits de suite.
La tenue du conseil d'administration de la Sogipami constitue un moment stratégique pour aligner les orientations financières et opérationnelles avec les ambitions de développement du pays et de positionner la Guinée comme un acteur attractif et responsable sur la scène minière internationale. Espace Santé, après 3 mois de collecte d'échantillons pour déterminer les causes des maladies fébriles des humains et les animaux, compte du projet Fever Project. Les parties prenantes du projet s'imprègnent des résultats de terrain collectés à Dalaba et à Guéguédou, 2 préfectures pilotes du projet. Tcherno Maroufba. Nous sommes à Guéguédou, l'une des localités pilotes de Fever Project de santé plus organisation. Dans cette salle, les résultats des travaux réalisés dans les sous-préfectures de Témessadou et Nongoa sur les causes des maladies fébriles chez les humains et les animaux sont présentés aux communautés. Il était de notre devoir, après avoir vraiment analysé les données qu'on a socio-démographiques et biologiques collectées ici, de venir faire une restitution vraiment auprès des communautés. C'est vrai qu'une première a été faite auprès des autorités, mais puisque ce sont les communautés eux-mêmes qui ont été prélevées, tout, il était de notre devoir de venir leur dire qu'est-ce qu'on a trouvé et qu'est-ce qu'on pourrait aussi leur donner comme... Le résultat là, ça nous a donné encore des informations complémentaires sur l'existence de différentes autres maladies qui existent dans les communautés, mais donc qui ne sont pas encore diagnostiquées. Et ce qui est encore plus important, qui est très édifiant, c'est le fait qu'on a trouvé aussi les mêmes maladies chez certains animaux de compagnie. Même exercice à Dalaba, une autre localité pilote de ce projet. Les parties prenantes du projet prennent connaissance des résultats de terrain réalisés dans les structures sanitaires de la préfecture. Ce qui est important, intéressant par rapport à ce projet, c'est qu'il y a eu des maladies inattendues. On a découvert aussi ici le chikungunya qu'on a trouvé ici et qui a été géré par l'ANSS avec l'OMS. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout connu. Finir le rapport, soumettre le rapport au ministère de la Santé à travers l'ANSS avec des recommandations pertinentes que sont, entre autres, les résultats de ce que nous avons trouvé et quelle conduite ils doivent tenir. La dissémination des résultats de Fever Project constitue la dernière phase du projet après plusieurs années de collecte des échantillons sur les humains et les animaux. Tenue de la 2e session du comité technique communal de la santé de Ratouma, la rencontre vise à analyser et valider les données issues des centres de santé dans le cadre de l'évaluation semestrielle des activités sanitaires. Marie-Angélique Bangoura. Dans les coulisses du système de santé en Guinée, un mécanisme discret mais stratégique fonctionne depuis plus de 20 ans, le monitorage semestriel. L'exercice permet d'évaluer tous les 6 mois les performances des centres de santé. Pour le 2e semestre 2025, la direction communale de la santé de Ratoma a réuni médecins, infirmiers, responsables communautaires et partenaires techniques pour dresser une radiographie complète du système sanitaire local afin de corriger les insuffisances. En 2025 seulement, nous avons eu à inaugurer 3 structures, notamment Lorient Doumbouya, nous avons inauguré Kobaya Village, nous avons inauguré aussi Yataya, et ça c'était au mois de décembre. Comme pour dire que l'État tient à cœur vraiment la santé de la population en termes d'infrastructures, en termes aussi du personnel. Les soins de santé primaire sont à moindre coût, accessibles et pour tout le monde. Chaque fois qu'il y a le comité technique, ça permet à chacun de donner des résultats sur ce qu'ils sont en train de faire et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc les faiblesses, les forces, les opportunités et les menaces. Des indicateurs clés sont passés au peigne fin. La vaccination, les consultations prénatales, la planification familiale, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, les accouchements assistés, entre autres. Chaque structure sanitaire présente ici ses résultats, mais expose également les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités. Au niveau de mon COSA de Sonfonia, nous avons urgemment besoin d'un groupe électrogène pour au moins soutenir la chambre froide. Nous avons besoin
d'un incinérateur pour les déchets biologiques. Mis en place par le ministère de la Santé, le monitorage semestriel stimule une saine émulation entre les structures et encourage surtout l'amélioration continue des services offerts aux populations. Pour faciliter l'accès aux données au niveau des bibliothèques du Centre national de documentation environnementale, une série de renforcements de capacité est organisée pour les cadres des antennes régionales, des sessions de formation pour professionnaliser le traitement des documents. Fodé Camara, Marwan Camara. Ces bibliothécaires et informaticiens des antennes de Kindia et de l'AB du Centre national de documentation environnementale se familiarisent avec de nouvelles notions pour mieux organiser, sécuriser et cataloguer les documents. Concrètement, ce que nous essayons, c'est de pouvoir mettre en place des outils permettant aux lecteurs d'accéder aux documents, c'est-à-dire les catalogues. Et là, si ces outils sont disponibles, ça facilite la recherche. Ça aide, n'est-ce pas, les clients à accéder aux documents facilement. Participer à la formation ne veut pas dire que c'est fini, mais ce que vous avez appris pendant cette formation, il faut les mettre en application. C'est pourquoi je les exhorte à aller appliquer, n'est-ce pas, ces pratiques sur le terrain, à partager ces connaissances avec les autres agents qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, de participer à cette formation. Il y a déjà eu une autre formation pour l'antenne de Kankan et de Zérékoré. Ils sont vraiment très satisfaits de la formation qu'ils ont eue. C'est que maintenant qu'ils essaient de capitaliser cela au sein des antennes et qu'ils arrivent à faire une gestion vraiment très rationnelle et durable de nos centres de documentation. Ce renforcement des capacités en technique de catalogage et autres bonnes pratiques vient optimiser l'efficacité organisationnelle pour l'atteinte des résultats au niveau du Centre national de documentation environnementale relevant de la Direction nationale de la recherche scientifique. À l'AB, la session du conseil administratif préfectoral s'est tenue au titre de l'année 2026. Pendant 2 jours, les différents responsables des services préfectoraux et les représentants des communes ont présenté leur rapport sur la mise en œuvre du programme d'action opérationnelle au finish, un budget de près de services et entités de rendre compte de ses accomplissements et ses perspectives pour l'atteinte des objectifs de l'année 2026. Dès lors, nous savons tout ce qui a été positif et les raisons de ce qui n'a pas pu être exécuté dans les plans d'action respectifs de l'année précédente. Sous l'ère de la 5e République, la préfecture de l'AB affiche une ambition claire, performance et transparence dans la gestion publique. Nous rassurons de mettre à l'œuvre tout ce qui a été présenté et validé ici à travers le Conseil et en tenant compte des recommandations effectuées dans l'intérêt général de nos différentes populations. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à chacun d'entre vous pour votre engagement et votre professionnalisme. Je vous encourage à poursuivre sur cette lancée, à rester mobilisés et à continuer à œuvrer pour le bien-être de notre préfecture. Avec cette session 2026 du Conseil administratif préfectoral, l'AB mise sur des résultats concrets dans l'exécution des projets financés par l'État et ses partenaires. Une démarche participative qui vise à renforcer la transparence et à mobiliser toutes les compétences au service du développement de la préfecture. Cérémonie de clôture de la caravane de sensibilisation à la sécurité routière lancée le 14 février à Kérouané. Cette initiative financée par Rio Tinto Simfer et WCS et la compagnie du Trans-Guinéen a été pilotée sur le terrain par le club des Amis du Monde. Kadiatou Suleiman Keita. Nous sommes à Alasoya, dans la préfecture de Forikaria, où autorités locales, partenaires techniques et financiers et communautés se sont réunis tout au long de son itinéraire. La caravane de la sécurité routière a sillonné les localités impactées par l'intensification du trafic routier avec pour objectif de sensibiliser les usagers aux dangers de la route. C'est nous qui empêchons les officiers de faire leur travail. C'est nous qui surchargeons les véhicules. C'est nous qui surchargeons les motos. La sécurité routière et ferroviaire est une affaire de tous. Changer notre comportement, veiller sur nos enfants, suivre les panneaux de signalisation. Moment phare de la cérémonie, la présentation et la signature officielle d'une charte de la sécurité routière élaborée à l'issue des différentes étapes de la caravane.
Ce document, reconnu et signé par toutes les parties prenantes, formalise les engagements pris pour promouvoir des comportements responsables et renforcer la prévention. Au sortir dans la soya, voilà la charte de la caravane qui sera vulgarisée sur l'ensemble des sites que nous avons parcourus. Le projet de sensibilisation communautaire est également le résultat d'un partenariat fort. Cet engagement n'est pas anodin. La Guinée fait malheureusement partie des pays les plus touchés par l'insécurité routière. Et un projet d'envergure comme Simandou a la responsabilité d'accompagner, de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation du trafic routier qu'il génère. Partie de Kerewane le 14 février et achevée à Alasoya dans la préfecture de Forêt-Caria, la caravane de sécurité routière aura mobilisé autorités, communautés et partenaires autour d'un même objectif, réduire les accidents sur le corridor Simandou et sur les routes nationales concernées. Toujours en province, lancement à Bofa d'une campagne d'information et de sensibilisation des pêcheurs artisanaux sur les avantages du port obligatoire des gilets de sauvetage. Une cérémonie suivie de la distribution gratuite des gilets aux pêcheurs des différents débarcadères de Bofa. Younoussa Tawel Kamara, Yaya Zatouni Tunkara. C'est une rencontre d'information et de sensibilisation qui regroupe des pêcheurs de certains débarcadères de la préfecture de Bofa. Le but est de leur expliquer la nécessité du port obligatoire des gilets de sauvetage en haute mer. Une initiative de la société Yikfung Shipping qui veut contribuer à la prévention des cas d'accident en mer. La société Yikfung Shipping est venue au port central de Bofa pour faire une donation de vivres aux pêcheurs locaux. Nous allons profiter de faire la sensibilisation des pêcheurs sur la sûreté et la sécurité en mer. Nous allons aussi profiter d'outiller les pêcheurs en matériel de sécurité. Après cette séance d'information et de sensibilisation sur la sécurité en mer, place à la distribution des gilets de sauvetage, des moteurs hors-bord et des denrées alimentaires aux pêcheurs venus de plusieurs ports de pêche de Bofa. Cette société nous assiste. Je suis très content de ce don de sauvetage qui pourrait désormais contribuer à éviter les accidents chez les pêcheurs. Ce don est composé des gilets de sauvetage, de sacs de riz, de bidons d'huile et plusieurs autres denrées alimentaires. C'est une action qui renforce la bonne cohabitation avec les pêcheurs de Bofa. Les prochains jours, les agents de la société Fung Shipping comptent poursuivre la campagne de sensibilisation et d'information dans les autres ports de pêche de la préfecture de Bofa. Une manière d'atteindre l'objectif visé qui est zéro accident en mer. Une causerie éducative est initiée désormais depuis 2 ans maintenant par la structure Concept Event. L'événement se tient pendant le mois saint de Ramadan en ligne de mire échangée sur les principes islamiques dans la gestion économique. Au cours de cette causerie, tous les départements ministériels sont associés pour atteindre une large cible. Alpha Isiagaba. Au cœur de cette causerie éducative, une thématique d'une grande portée sociale, les valeurs spirituelles et la responsabilité de la gestion économique. Il s'agit de l'événement Iftar à la Belle Étoile, une initiative qui a réuni des acteurs économiques autour d'un enjeu majeur, le comportement des agents économiques au quotidien. L'objectif était de faire un trait entre ce que l'islam dit par rapport à l'économie, à la création de valeur, à l'entrepreneuriat et le comportement des agents économiques et ce que les agents de la manufacturation, c'est-à-dire de l'industrie. Nous avons été suffisamment éclairés sur les relations entre l'islam et les finances, surtout les finances publiques. Et aujourd'hui, c'est une occasion belle que nous découvrons pour que nous puissions ajuster effectivement nos attitudes professionnelles avec nos exigences religieuses. Cette rencontre intervient à un moment particulier marqué par l'observation des jeunes, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Une occasion pour les initiateurs de rappeler l'importance des principes islamiques dans la gestion des affaires économiques, notamment l'éthique, l'intégrité et la responsabilité.
Donc, nous regroupons ici tous les vendredis les particuliers pour des sessions d'échange, des causeries autour de l'islam, de la spiritualité et du développement personnel. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir le ministère de l'Industrie et du Commerce qui a invité tous ses cadres et tous les membres du cabinet à vraiment échanger autour des valeurs économiques et spirituelles qui nous animent au quotidien. À l'origine de cette causerie éducative, la structure Concept Event, l'événement n'est pas sa première expérience. Il y a sa deuxième édition, confirmant ainsi la volonté des organisateurs d'inscrire cette initiative dans la durée. 3 ans après l'explosion du grand dépôt de Conakry, la solidarité reste active en faveur des victimes. Sous l'impulsion de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, les transferts monétaires d'urgence se poursuivent. La NIES apporte ainsi un appui exceptionnel en cette période de Ramadan qui coïncide avec le carême. Djene Yansani. À Kaloum, l'opération de transfert monétaire d'urgence se poursuit au profit des victimes de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de décembre 2023. Pilotée par l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, elle concerne 3 686 ménages qui reçoivent chacun 1 250 000 francs guinéens par mois. Nous sommes heureux que ces opérations arrivent à un moment critique où nous commençons à la fois le carême chrétien et le ramadan musulman. Donc ça va permettre à nos populations vulnérables de gérer ces mois de pénitence avec moins de pression et avec une certaine sérénité. Particularité ce mois-ci, à l'occasion du Ramadan et du Carême, le paiement est doublé. Un geste fort pour accompagner les familles en cette période de pénitence et de partage. Durant ce mois saint de Ramadan, nous mangeons à notre faim et pendant l'ouverture des classes aussi. Grâce au président Mamadi Doumbouya, nos enfants ont reçu des fournitures. Nous prions pour lui. Ce soutien est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement guinéen et le Fonds monétaire international FMI. 3 ans après le drame, la solidarité reste active avec un message clair. Accompagner durablement les sinistrés vers la stabilité et la reconstruction. En Farana, la chaîne de solidarité se renforce en faveur des sinistrés du district de Dalamara, sous-préfecture de Tindo. Récemment, l'Anguche vient apporter un lot de vivres et non-vivres aux personnes impactées, une aubaine pour les bénéficiaires en ce mois saint de Ramadan. Ibrahima Oulem Foufana, Silati Kourouma. Ces dons sont composés de 52 sacs de riz, 26 bidons d'huile, 52 cartons de savon, 125 seaux et 250 feuilles de tôle. Un effort de l'État guinéen à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche. Le motif de notre présence dans ce village chaleureux, c'est véhiculer le message de la direction du gouvernement, mais surtout apporter l'assistance que Monsieur le Président de la République apporte aux populations sinistrées à travers le MATD et donc l'Anguche. Je suis très content du président Mamadi Doumbouya. Les hommes de Dalamara, les femmes de Dalamara, nous sommes réconfortés de ce geste. Ici, dans le district de Dalamara, cette remise est marquée par la présence des autorités administratives et des services de défense et de sécurité. Un cadre idéal pour le gouverneur Lamine Keïta de prodiguer d'utiles conseils à l'endroit des habitants du village en guise de mesures préventives. Cette période-là, il y a trop de vent qui souffle, de ne pas laisser les enfants cuisiner
les filles toutes seules. Et vous voyez tout autour des villages, il y a les herbes sèches qui sont là. Ils n'ont qu'à essayer de faire le pare-feu pour éviter que les étincelles qui peuvent s'échapper de la cuisine n'aillent embraser ces feuilles-là pour pouvoir attaquer les différentes concessions comme nous l'avons connu autrefois ici. Dans le même sillage, la représentante du directeur général de l'Anguiche a invité les collaborateurs locaux de renforcer le système d'alerte en temps réel. Il faut rappeler que ce drame qui a frappé le district de Dalamara a calciné le contenu de 27 cases le 17 janvier dernier. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des vivres et non-vivres sont partis en fumée. Enfin, ce geste symbolique en ce mois de partage, c'est une action d'un ancien étudiant de l'Institut supérieur des arts Morikantiri du Breka. Des vivres et une enveloppe symbolique sont offerts aux étudiants encadrés, une manière d'accompagner ces derniers dans l'accomplissement de leur foi. Mohamed Chérif Kamara, Alassane Bangoura. Des sacs de riz et sucre, ainsi qu'une enveloppe symbolique spécialement dédiée à ces anciens formateurs, en signe de gratitude et de considération. C'est une action d'un ancien étudiant, aujourd'hui patron d'une entreprise de la place. Plus qu'un don, c'est un acte de reconnaissance et de gratitude à l'Institut qui a façonné le parcours d'un étudiant. On ne peut pas payer son karamko, mais on peut manifester un sentiment de gratitude. C'est cette gratitude que j'ai manifestée aujourd'hui. Ce que j'ai fait pour eux ici, c'est petit. Parce que ce qu'eux, ils ont fait pour moi, ça va m'accompagner durant toute ma vie. Ce matin, nous avons effectivement, avec joie, nous avons reçu ces dons, les vivres plus une enveloppe symbolique pour ces enseignants. Je crois que c'est un sentiment de joie, de satisfaction, de reconnaissance. À travers ce geste, les donateurs matérialisent ainsi leur credo. La réussite n'a de sens que lorsqu'elle est partagée. Je suis très content. J'ai un sentiment de joie et un sentiment de satisfaction. Un sentiment d'espoir. Espoir que parmi les gens que nous avons formés, il y a quand même des réussites. L'honneur que M. Diao nous fait cet après-midi, par ce temps de Ramadan et de Carême, me va droit au cœur et je prie pour la prospérité de son entreprise, pour sa prospérité familiale et sa prospérité personnelle. Plus qu'un geste, cette action est l'expression d'un respect durable. C'est également une manière d'accompagner étudiants et encadreurs de l'Institut supérieur des arts Morikantiri de Dobreka dans leur foi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.